Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il est temps aujourd'hui de rattraper un énorme retard que j'accumule depuis le début de cette année 2016. Donc je vais faire un update lecture, je vais en proposer 5 parce qu'il faut que je les vide. Hein. Donc j'ai plein de livres que j'ai lus récemment, je ne vais pas en parler aujourd'hui, ce sera dans une prochaine vidéo. Je vais essayer vraiment de faire un update lecture sur des livres que j'ai lus il y a quelques mois. Donc soyez tolérants, ça va pas être facile de tout me souvenir, mais je vais essayer de vous les présenter au mieux en tout cas. Alors, je commence tout de suite avec Les Étoiles de Nosed, le tome 2, Rivalité. Je ne vais pas parler de l'histoire en tant que telle, parce que je sais que, c'est certain que certains d'entre vous n'ont pas lu le tome 1, donc je ne vais pas raconter la suite logique par rapport au tome 1. Je vais juste donner un petit peu l'ambiance de ce tome 2. Si le tome 1 se déroulait dans un village un peu paumé en Écosse, dans le tome 2, le personnage principal va aller à l'université. Donc là, on est plus dans la ville, on est plus dans l'ambiance faculté, dans l'ambiance baptême. Je sais pas si vous dites baptême en France. Je crois que vous dites rite initiatique ou initiation estudiantine. Je sais plus comment vous dites, je sais que nous, c'est un des... Ah, je ne sais plus le nom. Enfin bref, c'est pas grave. Donc voilà, il y a des rites initiatiques d'étudiants, c'est la fac, voilà, on imagine vraiment la ville estudiantine en Écosse avec ses bars et tout ça. Et donc si le premier tome était plus axé sur les loups-garous, le tome 2 va introduire un peu les vampires. Ce sont pas vraiment des vampires, c'est une espèce un peu particulière de vampires, mais ça va introduire les vampires dans l'histoire des Étoiles de Nosed. Voilà, globalement, j'ai trouvé ce second tome plutôt moyen dans le sens où il va y avoir une intrigue, il va se passer des choses, et la résolution de cette intrigue, on s'en doute à la moitié du livre, globalement. D'ailleurs, je l'avais lu en lecture commune. Ça fait tellement longtemps que je sais même plus avec qui je l'ai lu en lecture commune. C'était avec Lilia et Johanna, je crois. Oui. J'ai peur d'avoir oublié quelqu'un, en fait. Si j'ai oublié quelqu'un, je suis vraiment désolé, mais voilà, quand ça fait longtemps, c'est comme ça. Donc, voilà, on était à la moitié du bouquin, on se rendait vraiment compte de ce qui allait se passer, et encore, moi, c'était encore pire, parce que moi, dès le début, j'avais déjà compris de quoi il en retournait, en fait. Donc, quand à la fin, on arrive à la résolution à laquelle on s'était imaginé depuis le début du livre, c'est un peu compliqué d'être surpris et d'apprécier pleinement sa lecture. Ceci dit, il y a une sorte de quatrième acte, je vais appeler ça comme ça, dans le livre, où après la résolution finale, il y a un cliffhanger assez inattendu et qui donne vraiment envie de lire le tome 3. Le tome 3, je ne vais pas en parler encore pour l'instant. Aujourd'hui, on se concentre sur le tome 2. Ce sera dans un autre update, j'espère. En tout cas, je vous dirai quoi. En tout cas, voilà, c'était une lecture assez moyenne, mais j'aimais beaucoup l'ambiance des étudiants en Écosse, des bars, voilà, un peu tout ça, les rythmes initiatiques. Et je reviens toujours pas sur le nom pour dire baptême en France. C'est le D... Oh, tant pis, je laisse tomber. Vous me direz quoi en commentaire, hein, les espèces de rythmes initiatiques en France, comment ça s'appelle? C'est interdit d'ailleurs apparemment dans la loi chez vous. Enfin voilà. Ensuite, on continue avec Maxime Chatham, Autre Monde, le tome 1, l'Alliance des Trois. Je l'ai lu en lecture commune avec Julie, qui n'a pas de chaîne, et Mélissa de la chaîne Mélilou. Je crois que c'est Mélilou son pseudo, mais je sais plus forcément le nom de la chaîne. Donc en tout cas, je vous mettrai tout en barre de description, ne vous inquiétez pas. Et alors, c'était une très bonne lecture globalement. Donc, il s'agit quand même d'un tome 1, donc c'est quand même un tome qui va un peu préparer ce qui va se passer par la suite, parce que ce tome-là va être suivi de 6 autres livres, hein. C'est une saga de 7 tomes, dont le 7e, l'ultime volume de la saga va bientôt sortir d'ailleurs. Et voilà, ça prépare un peu l'histoire qui va suivre, mais ça ne veut pas dire que ce tome 1 n'est qu'un plantement de décor. Non, il y a beaucoup plus que ça. Il se passe pas mal de choses. Moi, j'ai vraiment été happé par l'histoire. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Les personnages sont assez intéressants. Il y a aussi des personnages qu'on voit au début, puis on s'attend qu'ils vont avoir des gros rôles dans l'histoire, mais qu'on voit plus après, puis l'inverse. Je vais raconter un peu l'histoire. C'est
ce sont trois enfants une nuit, ils habitent à New York, et une nuit, il va y avoir un orage assez particulier, il va y avoir des éclairs bleus, ils vont apercevoir des mains comme ça, bizarres, sur les immeubles, et le lendemain matin, quand ils se réveillent, il n'y a plus d'adultes. Soit les adultes sont transformés en d'abominables créatures, soit on ne les retrouve pas. Et il ne reste que les enfants qui vont essayer de se réunir pour voir un peu comment ils vont s'en sortir, comment ils vont survivre. Donc les enfants vont vraiment essayer de se retrouver dans un point particulier pour savoir ce qu'ils vont faire. Là-dessus, je ne vais pas en dire plus, si ce n'est que le livre, il y a une grande dimension écologique dans ce livre, parce qu'une fois que les adultes ont disparu, il n'y a plus d'électricité. La nature a repris les droits sur New York, donc on imagine la grande ville avec des arbres partout, des lierres qui grimpent sur les immeubles et tout ça. Donc voilà, ça donne une image assez sympathique, ça donne un côté un peu écologique à l'histoire. Et voilà, c'est une très bonne lecture jeunesse, même pour les adultes, c'est assez distrayant, c'est très divertissant, c'est très sympa pour l'été aussi, c'est vraiment une bonne lecture d'été. Et en tout cas, je suis impatient de lire le tome 2, on le lira certainement fin août, donc toujours avec Julie et Mélissa, et il y a d'autres personnes aussi qui se sont rajoutées, je ne sais plus vraiment les noms, mais en tout cas on compte le relire fin août, et s'il y en a que ça intéresse, bienvenue. Ensuite, on continue avec un tout autre genre, il s'agit de Un jour de David Nichols. Alors ce livre-là, ça a été assez particulier pour moi, et ça va être un peu difficile d'en parler parce que donc c'est l'histoire d'amour entre deux personnages, et c'est une histoire d'amour, l'histoire commence le 15 juillet 1988, et tout le roman, on va voir comment évoluent ces deux personnages, mais à chaque fois le 15 juillet, mais 1989, 1990, enfin 1990 comme vous dites, 1991 et tout ça. Mais toujours le 15 juillet, donc on va vraiment voir l'évolution de cette histoire d'amour entre ces deux personnages, mais un jour par an, un jour très particulier. Et voilà, je trouvais cette structure, cette idée assez sympathique, ça diffère de ce qu'on peut voir d'habitude. Et ensuite, si c'est difficile pour moi d'en parler, c'est que je me suis jamais reconnu autant dans un personnage que dans le mec dans cette histoire, en fait. C'est Dexter, je crois. Voilà, c'est Dexter, il s'appelle. En fait, le mec, il a vraiment les mêmes réactions que moi. Il utilise les mêmes expressions dans telles circonstances et tout. J'ai la même façon de réagir que lui. Voilà, c'était assez perturbant quand même, parce que c'est normal quand on lit un roman ou quoi de s'identifier à tel ou tel personnage, mais je me suis jamais identifié à ce point à ce mec, quoi, parce que ce mec, j'ai l'impression déjà qu'il a eu un peu la même vie que moi, mais en plus il a les mêmes façons de réagir, c'est un truc de malade. En tout cas, c'est une très belle histoire d'amour. J'ai trouvé ça un peu long quand même, hein. Et surtout quand tu te mets à la place du personnage principal et que lui il fait des conneries. Alors du coup, moi je me pose des questions sur ma propre vie. T'imagines le truc. Donc voilà, c'était un peu éprouvant pour moi, mais c'est très personnel du coup. C'est un avis très subjectif que je vous donne parce que j'étais particulièrement impliqué, si vous voulez, dans cette histoire. Mais en tout cas, c'est une très très belle romance. Voilà, je ne saurais que la conseiller. J'ai trouvé ça un peu long, certes, mais c'était vraiment sympa. Maintenant, on va retourner dans du jeunesse avec La boutique vide par Jean, le tome 1, une valise d'étoiles. Alors, vous admirez ce bel objet livre en dur, hein. Et puis, c'est encore plus beau sans la jaquette parce que ça donne comme ça. C'est magnifique. Et donc voilà, c'est une histoire assez sympathique qui se lit très très vite, hein. On a des pages comme ça où c'est écrit plus ou moins gros avec des illustrations de temps en temps. Et c'est l'histoire d'un petit garçon, il habite en Écosse toujours. Ouais, moi je suis fou de l'Écosse, hein, donc voilà. Il habite en Écosse et il aime pas l'école, donc voilà, je vais pas dire c'est normal, mais comme c'est le cas pour beaucoup d'enfants, il n'aime pas l'école et il sèche souvent les cours pour aller pêcher. Et il va se faire attraper et comme punition, il va devoir travailler en tant que facteur parce que ses parents vont un peu dire écoute,
si tu vas pas à l'école, ben tu vas bosser. Enfin, il l'emmène d'abord aller voir un type à l'église et tout ça. Et je crois que c'est le type de l'église qui lui dit d'aller bosser, enfin un truc comme ça. Et, et donc il va devenir facteur et il reçoit une lettre assez bizarre qui se trouve un peu avec l'adresse qui se trouve un peu en dehors du village. Donc il va devoir sortir du village pour aller remettre l'enveloppe à son destinataire. Et il remarque qu'en fait cette adresse elle n'existe pas. C'est une maison, une propriété qu'il n'avait jamais vue avant. Et une fois qu'il va apporter la lettre à la maison dite, il va découvrir une maison rouge qui n'existait pas là avant, qui est apparue un peu comme par magie. Et près de cette maison rouge, il va rencontrer une fille qu'il n'avait jamais vue avant, qui s'appelle A.B. Lily. Et il va y avoir, ils vont commencer à discuter. Il y a une sorte d'amitié très très sympa qui va se faire entre deux. Et il va se passer des trucs magiques parce que cette petite fille, elle a des secrets à cacher. Et donc, c'est elle qui vit dans cette maison avec son père et c'est un peu une boutique d'objets magiques. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette boutique d'objets magiques? Ben, on y vend des objets tout à fait particuliers dont je ne vais pas parler, comme ça je vous laisse un peu la surprise, mais ce sont des lunettes spéciales, un manteau spécial, enfin, tout des trucs comme ça, des objets magiques, quoi. Et il va y avoir aussi des dangers, il y a des petites scènes qui font peur parce que va y avoir des personnages hostiles qui vont arriver dans cette histoire. Donc c'est une aventure très très sympathique pour les enfants, un peu fantastique, enfin très fantastique même. Mais ça se laisse lire, il n'y a pas trop ni trop peu. J'ai bien aimé aussi le côté énigme parce que pour avancer un peu dans l'aventure, les personnages vont devoir résoudre des énigmes et c'est des énigmes que même moi je n'avais pas trouvées en fait. Elles sont bien trouvées les énigmes, elles sont sympas. C'est sympa d'avoir des énigmes dans ce genre de bouquin parce que nous en tant que lecteurs on essaye aussi de trouver la réponse et tout ça et pour moi je n'avais rien trouvé. Je crois que je l'avais lu en lecture commune avec Johanna en décembre de l'année passée, c'est un truc de fou. Et d'ailleurs je vous avoue que pour en parler dans cette update lecture, je l'ai relu. Je l'ai relu il y a 1 ou 2 mois pour pouvoir en parler dans cette update lecture, sinon j'avais quasi tout oublié. Et je n'ai pas regretté cette relecture parce que c'est vraiment sympathique. Je pourrais même le relire de temps en temps comme ça. Voilà, ça se laisse lire, ça se lit super vite en une journée, c'est fait, hein, même pas. Hein. Et voilà, je crois que ça c'est le méchant. Et je sais que le tome 2 et le tome 3 sont sortis. J'ai le tome 2, mais je me le garde pour Noël parce que je pense que c'est assez sympa pour Noël ce genre de lecture. C'est un peu magique, un peu conte, un peu fantastique. Donc voilà, c'est très chou, hein, sont 2 enfants qui vivent une aventure. Donc voilà, c'est très sympa et ça peut faire aussi un très beau cadeau de Noël pour vos enfants s'ils ont, je sais pas, entre 10 14 ans. Voilà. Enfin, on termine avec un gros livre que j'ai lu il y a très très longtemps et d'ailleurs mes compatriotes de lecture vont rigoler quand ils vont voir cette petite lecture parce que c'était une lecture commune avec Johanna, Book of One Corner, Lilia, lire avec Lilia et Elise de lecture d'Elise et il s'agit d'Alice au pays des merveilles. Donc elles ont déjà fait la vidéo de ce livre, il y a blindé déjà, tu vois. Ouais, moi je le fais maintenant hein, parce que voilà, j'ai du retard à rattraper, je crois que c'est le plus vieux que j'ai lu. Avec la boutique Vif Argent peut-être. Enfin soit, est-ce que ça vaut la peine de vous raconter l'histoire d'Alice au pays des merveilles? Je ne crois pas. Donc on va plutôt s'axer sur l'objet livre, hein, qui est assez sympa, qui est assez grand, mais il est même plus que sympa, il est magnifique. Hein. Je vais essayer de vous montrer, il y a des pages qui s'ouvrent et tout. Attendez, je vous montre ça. Donc vous voyez quand Alice grandit dans l'histoire, ben, le texte aussi grandit comme ici. Les caractères sont de plus en plus grands, je veux dire. Et donc voilà, grandir, et hop, on a des grosses images comme ça. Je peux pas tout ouvrir, sinon je vais casser le livre, c'est pas possible de vous le montrer comme ça. Mais sinon c'est très sympathique, c'est un très 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 bel objet. Il faut aussi spécifier que à la fin, il y a pas mal d'annexes aussi sur les lettres qu'envoyait Lewis Carroll, donc l'auteur d'Alice au Pays des Merveilles. Oula. Donc l'auteur d'Alice au Pays des Merveilles à Alice Liddell, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelait, donc qui était la petite fille de laquelle il s'est inspiré pour décrire le personnage d'Alice. Donc il y a des lettres qui s'envoyaient, il y a pas mal de photos d'époque, genre comme ça.
Donc voilà, il y a des annexes assez sympathiques pour savoir un peu les coulisses de ce livre, de cet auteur, de savoir comment l'histoire a germé dans son esprit. Et voilà, je trouvais ça très très sympathique, c'est un objet de collection, hein. Maintenant, pour l'histoire en tant que telle, j'aime bien cette histoire, je vous l'avoue. J'ai quand même un bémol, et je pense que Johanna en avait parlé aussi. Enfin, elle m'en avait parlé, je sais plus si elle en avait parlé dans sa vidéo, mais c'est que c'est très très absurde, et oui, j'aime beaucoup l'absurde, hein. D'ailleurs, en Belgique, on aime beaucoup ça, d'ailleurs, hein. Tout ce qui est non-sens, l'absurde, les jeux de mots, on kiffe ça. Mais le problème, c'est que, voilà, c'est trop, c'est too much, quoi. On n'est jamais dans la réalité. Enfin, chaque phrase, il y a un truc absurde dans la phrase, et voilà, à la fin, ça devient un peu lourd, quoi. C'est comme si vous faites un barbecue entre copains, et il y a un mec qui te fait une vanne, et tout le monde rigole, et après, il va faire vanne sur vanne sur vanne sur vanne sur vanne, et il y a un moment, il est relou, quoi. Donc voilà, c'est un peu la sensation que ça m'a fait. J'ai l'impression qu'à la fin, ça devenait un peu relou. Je préférais avoir parfois des petites pauses, revenir à une écriture un peu plus normale, et pour refaire du non-sens après, pour refaire de l'absurde après, moi j'aime bien, hein. Mais voilà, pas être tout le temps là-dedans, parce que voilà, à la fin c'était un peu rude. Mais sinon c'était un très bel objet, je crois que c'est l'un des romans les plus lus au monde, avec la Bible et Harry Potter. Donc voilà, c'est un classique qu'il faut avoir dans sa bibliothèque, et quitte à l'avoir dans sa bibliothèque, ben, autant prendre un un bel objet comme celui-ci, non? Illustré par Benjamin Lacombe, j'avais oublié de le préciser. Et voilà, c'est tout pour cette update lecture. Ah, je suis content parce que j'ai avancé un peu dans tous les livres dont je dois vous parler. Ah, il y en a encore pas mal, hein. Oh là là, si vous saviez. Et donc là, pour l'instant, je suis dans le French Readathon Summer Edition. Et j'avance bien, hein. J'ai lu 4 livres en 2 jours, ça veut dire que je vais encore devoir refaire des updates et tout. Je crois que je vous en avais parlé aussi dans une ancienne vidéo. Je compte faire un tag bientôt, un tag que j'ai créé pas parce que je voulais absolument faire mon tag, et c'est juste que j'avais une idée que je n'avais jamais vue ailleurs sur Booktube, et je trouvais ça assez intéressant de faire ça pour en savoir un peu plus sur les booktubeurs et leur façon d'appréhender les vidéos. Donc je vous en dis pas plus parce que je suis en train de le mettre au point. Enfin, en fait, il est déjà au point, c'est juste qu'il faut que je trouve du temps pour le faire parce que je devais d'abord faire les updates. Enfin, j'essaie de faire une liste de priorités, quoi. Comme ça, j'essaie d'avancer. Mais en tout cas, c'est un tag qui me tient beaucoup à cœur, et j'espère vous le proposer assez rapidement. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Ah ouais, cette vidéo fait quand même déjà 17 minutes. Je vais vous laisser, je crois. Je pense que si j'ai encore quelque chose à dire, je ferai une autre vidéo. Parce que sinon ça risque de faire un peu lent. On va arriver à 18 minutes. Alors sur ce, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. N'hésitez pas à me rejoindre, le chasseur de mots, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Mais Twitter, j'y suis un peu moins parce que voilà, je le sens moins. Donc voilà. Je vous laisse. Bon appétit si vous passez à table. Ciao ciao, à la prochaine.